qui venait de n'importe où sur le web et qu'on pouvait la traiter avec des formules, bah, en fait, finalement, c'était pour moi le premier touchpoint avec le no-code et c'est là que je me suis dit qu'il fallait vraiment investir un peu de temps là-dessus. C'était effectivement très, très early. Est-ce que tu avais travaillé avec des devs sur… En fait, dans les Google Sheets, effectivement, il y avait une partie qui était des scripts Ouais. sur lesquels des gens, avant l'émergence d'Airtable ou d'autres outils no-code, avaient déjà construit des infrastructures extrêmement puissantes parce que ça, en fait, ça transformait un peu votre Google Sheet en quelque chose d'interactif avec une API qui peut être connectée un peu partout. Tu Ouais. avais déjà fait des choses aussi complexes que ça à ce moment-là ou pas du tout? Pas, à ce point-là, je pense que je suis allé assez loin, en fait, dans le traitement de la donnée via des formules, mais tu vois, moi, j'ai jamais scripté, moi-même, dans Google Sheets. D'accord. Donc je pense que je suis enfin, vraiment le no code, ça me parle, vraiment parce que enfin, à part du SQL, j'ai jamais, Tu as fait du codé. SQL quand même, d'accord, ok. J'ai appris le SQL un peu par la suite, mais à part ça, j'ai jamais codé, quoi et donc j'essaye toujours de contourner le truc avec des formules ou avec ce qui m'est proposé en no code, justement. D'accord. Euh, Je vous envoie un petit lien sur le chat, ça s'appelle shitty.co. Je ne sais pas si tu connais. Et le nom, si on le Non. prononce mal, il peut être mal compris. Donc, c'est pour ça que je vous l'envoie sur le chat. Mais ça permet en no-code de transformer vos Google Sheets en API. Donc, en fait, c'est une espèce de petite surcouche qui transforme vos Google Sheets en API. Et c'était, en fait, c'est marrant que tu en parles parce qu'avant cette vague du vrai no-code qu'on connaît aujourd'hui, moi, j'avais benchmarké beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils comme ça. Et ils Mmh. étaient extrêmement chers, en fait. Et Ouais. très peu de parce qu'il y avait très peu de compétition. Et je crois qu'il y en a peut-être un autre, s'il y en a parmi vous qui se rappellent, mais je ne sais plus lequel. Il y en a un qui est arrivé et qui a cassé les prix. Ah bah, c'est Shitty en fait, voilà, c'est C'est ça. shit, ouais. C'est Mmh. Shitty qui est arrivé avec un plan freemium. Et Ouais, avant, il y en avait d'autres, je ne sais pas quoi, mais ils étaient hyper, hyper, hyper chers. et tu as raison, je me Hem, souviens d'avoir payé très, très cher au début, un petit add-on, sur Google Sheets, et finalement, je l'ai killé parce que ça coûtait trop cher. Hem, voilà. N'hésitez pas à poser des questions, hein, sur le Q&A là, voilà, Thomas, Clément, merci d'en avoir déjà posé une. Voilà, n'hésitez pas à toutes vos questions sur le no-code, sur lancer des services avec le no-code, nous relier ou non à la conversation. Là, on fait une intro générale sur la vie de Loïc, mais après, on aura vraiment du temps pour répondre à toutes vos questions et toutes vos interrogations. Tu as parlé de SQL. Donc, SQL, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas et qui ne seraient pas du tout techniques dans la salle? Comment est-ce que tu t'en es retrouvé à l'utiliser, à te former là-dessus? Est-ce que tu penses que ça t'a aidé à construire des choses assez complexes ensuite? Ouais, alors du coup, l'histoire de SQL, c'est que bon, systématiquement, tous ces outils, enfin moi, la première problématique que j'ai, généralement, c'est une problématique business, et donc ensuite, je me retrouve devant des outils parce qu'il faut résoudre cette problématique business et qu'il me semble qu'une bonne façon de la résoudre, c'est de passer par ces outils-là. Et du coup, là, le contexte, c'est que c'est le début de cet outil, donc c'était une application, hem où il y avait beaucoup de traction, il n'y avait pas encore de revenus. Moi, je rentre dans la boîte pour, créer la ligne de revenus, et monétiser l'application qui avait une belle traction. Il devait y avoir, déjà 100-150 000 utilisateurs en base. Bah, pour monétiser, la première question, c'est, bah, OK, mais qu'est-ce qui se passe sur l'application? Et pour aller voir ce qui se passe dans l'application, il fallait requêter de la donnée, parce que, il y avait évidemment pas bah, de dashboard à ce moment-là. On parle d'une équipe de 3-4 personnes, avec de la data clean, et donc c'est comme ça que je me mets à requêter de la donnée et que je dois apprendre pour requêter de la donnée, bah, le langage SQL. Mais ça, c'est une compétence un peu technique qui est la base du no-code, enfin, qui intervient selon moi dans la manière de structurer des Airtable, dans la manière de structurer beaucoup de choses. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé ou Ouais, je pense que pas ça tant que m'a ça? aidé. Si, je pense que ça m'a aidé, enfin, c'est complètement possible de ne pas apprendre le SQL pour utiliser des outils no code. En revanche, ça permet quand même de comprendre, comment, interagissent des bases de données ensemble et des tables dans des bases de données et bah, mine de rien, les interfaces no code qu'on observe aujourd'hui, c'est une façon, simple, de manipuler des bases de données, quoi. Tout à fait, ouais. Voilà et donc je pense que surtout dans la structuration de l'esprit, ça permet de mieux comprendre ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Donc, ouais, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout, hein, donc, SQL, c'est un langage de base de données professionnelle. Donc, c'est une base de données, c'est comme un Excel, mais beaucoup plus structuré. Donc, c'est exactement ce qu'on retrouve dans Airtable, qui est l'outil low-code qu'on utilise le plus et qu'on prêche le plus pour commencer à se lancer dans le no-code. Voilà, regardez nos vidéos tutoriels sur YouTube si vous ne connaissez pas. Et SQL, c'est un langage un petit peu type programmation
mais qui permet de formuler des requêtes sur cette base de données, de dire sélectionne à partir de cette base de données que les utilisateurs qui ont le plus d'achats ou des choses comme ça. Donc, ça introduit, sans vraiment coder, des premières notions en tout cas de structuration de la donnée, ce qui est le cœur en fait après de tout ce que vous allez vouloir faire avec votre application no code. Gauthier pose la question de que signifie API, donc API. Une API, c'est quand toi, tu as justement ce système de données qui est mis en place, donc ta Google Sheet, ton Airtable, ta base de données, qu'on appellera, qui fait partie de ton back-office, donc tous tes serveurs qui font fonctionner ton application. Une API, c'est en fait le moyen pour le monde extérieur de venir se connecter à cette donnée et d'effectuer des actions chez toi. Donc, c'est par exemple sur ta Google Sheet, tu vas pouvoir modifier quelque chose sur ta Google Sheet et via l'API, qui est une espèce de porte, si tu veux, eh ben, la donnée de cette Google Sheet va être rendue disponible pour mettre sur ton site web, pour mettre dans des automatisations d'envoi d'email, pour mettre ailleurs. Donc, l'API, c'est un système qui te permet entre deux systèmes de communiquer. Et l'outil principal pour les manipuler en no-code s'appelle Zapier, qui inclut API dans son nom, qui permet à n'importe qui de configurer des API sans dire vraiment le mot. Et Integromat aussi. Voilà, désolé pour les petites parenthèses J'avais pédagogiques. jamais fait le lien entre Zapier et API. Du coup, Ah oui, 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 il faut alors comprendre que, la vanne. alors que pourtant, je l'ai quand même beaucoup utilisé. Ah bah voilà. API et, Et, Happier. euh, C'est un sacré jeu de mots. à mon avis, c'est un jeu de mots de dev, hein, Ouais, exactement. Ok, donc merci pour cette introduction. Donc, on comprend bien ton parcours et comment tu t'es lancé dans le no-code, d'abord avec des Google Sheets un peu améliorés. Et donc là, qu'est-ce que tu as fait sur Simbel.fr, donc qui est une marketplace de formation. Comment tu t'es lancé? Comment tu as utilisé le no-code? Est-ce que d'abord tu as fait d'abord une première version, qu'ensuite tu as amélioré, automatisé? Enfin, comment tu as fait? voilà, donc le contexte, c'est que bon, déjà, Simbel ne s'appelait pas Simbel il y a 6 mois. Je devais trouver un nom il y a 6 mois très très rapidement. Et donc ça s'appelait Maestro, pour la petite histoire. La seule raison pour laquelle ça s'appelait Maestro, c'est parce qu'il fallait que je trouve un nom le jour même. J'ai été sur Google en tapant, je sais pas, quelles sont les fêtes nationales du jour. Et en Équateur, ce jour-là, je crois le 13 mars, c'était la fête des maestros, des professeurs en Équateur. Je me suis dit Maestro, Maestro, allez, pourquoi pas. Donc du coup, ça s'appelait Maestro. Et effectivement, c'était légèrement différent d'aujourd'hui, parce qu'à ce moment-là, moi, je m'intéresse au marché de la formation professionnelle, et je vois que il y a ce confinement qui est là, et pas mal d'employeurs qui souhaitent former leurs salariés via un dispositif qui s'appelle le dispositif FNE. Et du coup, je constitue une offre de formation que je trouve de qualité à destination des startups. Donc, pas mal de formations tech, enfin, à connotation tech, donc des sales, du marketing, etc. Et je vais commercialiser ce catalogue de formations sélectionnées auprès d'employeurs qui veulent former leurs salariés. Donc ça, c'est le contexte. Et le cadre dans lequel, enfin, en fait, donc j'ai des objectifs business ou en tout cas opérationnels. Mon premier objectif, c'est de constituer une offre que les gens peuvent consulter. Et donc pour moi, enfin, le no-code, ça commence, même si c'est un peu outdated de dire ça, mais ça commence avec un Google Slide, quoi. Mon premier outil que j'utilise, c'est un Google Slide qui répertorie les 10 les 10 formations que j'ai sélectionnées. Là où ça va un peu plus loin, c'est que c'est pas suffisant de partager des Google Slides à des employeurs qui seraient intéressés par former leurs salariés. Et du coup, je me pose la question de savoir quel est le moyen le plus rapide de créer une landing page. Donc, il y a évidemment pas mal d'outils qui existent pour créer des landing pages. Mais celui qui me paraît assez marrant d'utiliser, c'est Notion, que vous connaissez peut-être, parce que Notion, c'est un outil qui est fait habituellement pour réunir à un même endroit dans une équipe le savoir. Donc, c'est un genre de Wikipédia interne, mais qui présente une possibilité intéressante, c'est de partager à l'extérieur à tout le monde un lien vers une des pages.
Et du coup, j'ai détourné cette page Notion pour en faire une landing page. Tu avais activé le référencement ou pas du tout? Parce qu'en fait, Alors, il y a la possibilité sur ces pages Notion, donc effectivement, déjà pour faire des slides, il y a effectivement Google Slides. Je ne sais pas si vous avez oui. suivi, mais récemment, il y a eu un gros lancement sur Product Hunt d'une startup qui s'appelle Pitch. Donc vous allez galérer à la retrouver sur Google et j'ai pas l'URL sous la main là, mais qui essaye de réinventer Google Slides encore mieux. Donc voilà. Ah, Euh, intéressant. on Ça, peut, c'est chaud, hein. voilà. Il y a des grosses opportunités sur le côté sur les slides à faire des outils plus avancés en no-code, etc. Mm. Sur les landing pages, je nous recommande toujours Strikingly. Si vous n'avez jamais fait de landing page, jamais manipulé d'outils no-code, c'est vraiment le plus simple. Et après, on recommande souvent Weblium, qui est pour nous un truc complètement inconnu. Mais si vous voulez faire une page de présentation qui claque sur votre projet et que vous êtes un peu familier avec des outils de constructeurs de sites, genre Wix, eh ben, arrêtez Wix et passez à Weblium et vous aurez une landing page qui déchire. L'utilité de Notion, c'est effectivement de faire du contenu hyper riche en texte, hyper bien structuré, avec beaucoup, beaucoup de contenu, d'arborescence, de plein de détails. C'est assez restreint en termes de design, par contre. Donc, c'est Mhm. très bien pour du contenu de formation. Et il y a la possibilité de publier ces pages internes vers l'extérieur. Et parfois, on autorise le fait que même Google puisse indexer ces pages dans leur Référencé. moteur de Ouais. recherche et crawler les pages. Bon, alors, je pense que le Ou SEO de pas. ce genre de page C'est pourri. est pourri. Je Ah, pense d'accord, ok, que, à mon ça, avis, il n'y a pas pire SEO ça a pour ces pages. aucune chance de remonter Non, sur Google. Ok, donc ouais, c'est ça. la Donc, je pense, fonctionnalité, personne n'a jamais compris à quoi elle servait vraiment. ouais, exactement. Parce qu'en plus, je pense que les balises en fait associées à la page, c'est les balises de Notion. Donc, du coup, typiquement, moi, je me retrouvais à faire une landing page sur la formation. Donc, logiquement, il aurait fallu que Google référence des données liées à la formation. Or, il référence Notion, un outil collaboratif pour partager le savoir, ce qui n'a rien à voir. Et donc, je pense que ça aide pas du tout au référencement. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'aller très, 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 très vite, puisqu'en fait, ça revient à éditer une page Word au monde entier, en un peu plus designé. En B2B, c'est à mon avis largement suffisant pour commencer à déterminer s'il y a une opportunité de marché. Et j'avais un dernier point qui me paraissait intéressant, ouais, c'est quand même que à ce moment-là, donc là, on est en mars de l'année dernière, parce que j'ai vu la question passer. De l'année dernière, non Enfin, de cette année, pardon. De cette Oui, année, c'est vrai oui. qu'il Moi, je suis il se passe beaucoup de choses c'est moi, encore je aux suis années encore sur scolaires, le hein. calendrier scolaire, exactement. Je suis encore un éternel étudiant. Donc, en mars dernier, en tout cas, c'était pas si habituel que ça de présenter son offre sur Notion. Et mine de rien, ça permettait de marquer un peu les esprits et de se dire ah mais oui, oui, c'est les types qui font l'offre sur Notion. Et je pense que c'est une façon de se distinguer. Ah, très drôle. Donc, ok. Très drôle. On a pas mal de questions sur Maestro. Donc, est-ce que Clément Tricard demande si c'était comme coup d'État? Donc Maestro et Simbel, Ouais, là maintenant. Ouais, coup d'État, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'offre de formation de The Family. Est-ce que tu peux la présenter rapidement si tu dois sûrement la connaître mieux que moi, je pense. ouais, alors moi, malheureusement, enfin, je les connais pas bien, mais évidemment, j'ai vu passer The Family et j'ai vu passer Coup d'État. Coup d'État, ce que je comprends, donc je voudrais juste pas dire de bêtises, c'est que The Family a créé via son réseau beaucoup de contenus visiblement très très pertinents liés à l'entrepreneuriat. Et c'est du contenu vidéo essentiellement, il me semble, qui est C'est ça, exactement. destiné à être consulté par des personnes. Donc, je ne crois pas qu'il y ait d'interaction avec un formateur ou avec un expert. Donc, ce n'est pas interactif, c'est du contenu vidéo achetable sur étagère et le contenu a l'air d'être très reconnu. Voilà. C'est ça, ouais, c'est un peu concurrent de notre offre Flash, en fait, mais avec un format un peu différent. Ouais, puisque Donc, vous, pour le coup, toi, c'est très interactif, quoi. ouais, c'est ça. Il y Il y a a un du vrai accompagnement. e-learning et de l'interactif. Et toi, Ouais, ce que tu vendais, Loïc, donc c'était des formations B2B, donc à destination des startups, pas forcément un entrepreneur individuel qui va acheter le truc. Et c'était tout type de format ou c'était que du… alors, tout type de format, mais nécessairement un minimum d'accompagnement. Donc, ça pouvait être Ah, juste du e-learning avec la possibilité de s'adresser à un formateur en mode Q&A ou carrément 3 jours de formation à la data avec une classe virtuelle. Voilà.
Et Simbel, du coup, bah, c'est la même chose. Donc, et c'est ça qui fait pour le coup, c'est pas comme Coup d'État, c'est que nous, on ne produit pas le contenu. On n'est pas là pour dire ce qu'on produit, c'est le mieux. On est là pour sélectionner ce qui nous paraît être le mieux et faciliter de la vie de tout le monde pour y accéder, et notamment mobiliser des financements pour que ça coûte, pour que ce soit, enfin, pour que les personnes, en fait, très facilement puissent trouver la meilleure formation et le faire financer facilement, quoi. Donc, parce que le gros sujet sur les formations, c'est pour l'entreprise, il faut passer par des organismes, c'est ça, qui doivent se rembourser ou activer des comptes des collaborateurs financiers pour récupérer le CPF ou des choses comme ça, c'est ça. Et c'est là, en Ouais, fait, où tu as dû peut-être automatiser des choses. Enfin, voilà, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça. C'est que ta stack où tu as ta landing page, enfin tes Google Slides pour aller vendre, ta landing page sur Notion. ouais. Et la suite, qu'est-ce que c'est? Et donc une fois qu'il y a une offre commerciale qui est présentée et qu'il y a des clients qui sont intéressés, le sujet, c'est l'inscription. Et donc là, c'est là où les formulaires entrent en jeu. Donc nous, on avait à la fois les entreprises qui devaient s'inscrire, mais aussi les salariés de ces entreprises qui souhaitaient assister à certaines formations. Euh, donc là, on a mis en place des formulaires via Typeform essentiellement. Euh, mais rapidement, il a fallu récolter dans un endroit consolidé l'ensemble de ces inscriptions et les matcher avec les formations qu'on a référencées. Et donc, c'est là qu'on a utilisé vraiment comme base de données back-office principale Airtable que tu conseillais tout à l'heure et qui est très puissant. Donc, pour moi, il y a deux remarques à ce sujet. La première, c'est que sur la partie formulaire, en réalité, Airtable propose des formulaires intégrés. Ouais, c'est ce que j'allais te poser. Et ça, c'est génial parce que, étant donné que c'est intégré, ça représente encore moins de travail de joindre les réponses d'un formulaire avec la base de données Airtable. Euh, mais nous, on a utilisé Typeform en surcouche, simplement parce qu'il y a un design qui nous paraît un peu meilleur. Après, pour être très franc, j'en reviens beaucoup sur Typeform me gave de plus en plus. Ah, j'allais poser Euh, des questions là-dessus. voilà. Pourquoi ça te gave? Parce qu'on a le même avis, en fait, je pense. Moi, je trouve que donc, bon, le design est bien, ça permet d'avoir un minimum de design et de fluidité. Euh, Après, sur la partie analytics, je trouve ça vraiment très, très nul. Ce qui fait que c'est très, très difficile de comprendre la raison pour laquelle, par moment, un formulaire convertit, et à d'autres moments, il ne convertit pas du tout. Donc, je suis à la recherche d'ailleurs d'un Ah. meilleur outil. Donc, c'était sur les analytics, ça. C'est un gros Ouais, sujet. Donc, effectivement, en fait, quand on passe d'abord par un formulaire comme Typeform pour ensuite ses données dans Airtable, il y a une notion d'intégration. Ils ont fait une intégration native, c'est-à-dire qu'on peut configurer en un clic entre Typeform et Airtable. mm, Après, je ne sais plus si elle gère tous les cas ou tous les types de ce qu'on peut faire avec Airtable. Il y a sûrement des ouais, edge cases ouais, qui ne tout sont à fait. pas hyper bien réglés. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que Typeform, en fait, ça convenait bien à une cible particulière de gens qui sont très digitalisés, très start-up, et qu'en fait, sur d'autres types de cibles, c'est des formulaires qui ne convertissent pas du tout parce que les gens ne comprennent pas comment les utiliser, ou ils ont la flemme et ils quittent Mm. la page. Donc, on a Ah travaillé ouais, avec une startup où vraiment ils ont fait l'A/B testing. Ils avaient 1000 de trafic sur leur site avec du Jotform. Donc, nous, on recommande pas mal avec un design en card un peu graphique où tu as une question à chaque fois et tu avances comme ça dans un funnel de questions. Et ok. après, ils ont switché à Typeform pour des raisons, l'intégration était plus facile, etc. Et leur taux de conversion a chuté Acheter. pour les mêmes questions ISO. Parce que c'était une cible peu digitale qui convertissait via des pubs sur Le Bon Coin, etc. Donc attention, Typeform, moi, nous, on ne recommande pas parce que bien qu'il soit design et tout, en fait, c'est un peu trop évolué comme produit, je pense, comparé à la digitalisation moyenne des gens qui, en fait, savent très bien remplir des formulaires normaux. Mais là, avec le formulaire de Typeform où tout bouge dans tous les sens et tout, parfois, ils sont peut-être un petit peu perdus. En particulier, les boutons Submit à la fin, ils sont un peu cachés. Et parfois, tu peux même finir le questionnaire Oublié. et oublier de le submit, en fait. Ah ouais, Et, ouais. donc, Ok, c'est intéressant. Et assez Jotform, du dangereux. coup, ça fonctionne bien. Alors, Jotform, c'est un peu l'alternative un peu usine à gaz où tu as des milliers de plugins. Là où Typeform, c'est Mac, tu vois, tu as ta Mm, version de mm. Typeform. Jotform, il y a plein d'autres milliers de plugins, plein d'intégrations. Et si tu veux ensuite coder dessus, bah, il y a plein de choses qui sont possibles. Euh, Plus de difficultés à le prendre en main, un peu plus de travail pour le rendre joli parce qu'il va falloir travailler le design. Les intégrations pour le foot dans Airtable, elles sont nulles, donc tu vas devoir passer par Zapier pour faire l'intégration. Mais en formulaire pur, nous, on trouve ça pas mal.
Ensuite, sur les analytics, c'est un gros sujet sur ces formes-là. Quand tu commences à avoir des formulaires qui représentent le cœur de ton business et génèrent 300 000 € de CA, tu as envie d'optimiser ce truc-là. Ouais. Et là, c'est encore un sujet. Il y a des outils qui sont montés sur Jotform pour te permettre d'analyser ton Jotform Ok. qui captent les événements voilà. Mais ça, c'est un outil en plus, payant, assez avancé et tout ça. Mais sinon, j'ai pas trouvé aujourd'hui d'outils de formulaire qui permettent d'avoir des analytics très poussés, qui soient faciles à utiliser. Ouais. Parce qu'après, tu as un outil qui s'appelle FormStack, FormStack Forms, je crois. Enfin, ça s'appelait comme ça à l'époque, mais Mm. je sais pas si tu vois ce que c'est. J'ai vu passer, mais je n'ai jamais utilisé, j'ai jamais même ouvert leur landing, je pense. Ouais, ça s'appelle FormStack, hein. Et ils ont un truc où tu peux faire des formulaires, mais c'est plus du low-code que du no-code. Et donc là, tu vas pouvoir faire ce que tu veux, mais ce sera moche mais tu auras des analytics de fou. Ok. Ah, Rémi Rongière nous dit Jotform a sorti récemment Jotform Tables pour mieux analyser les réponses si j'ai bien suivi. Ah bah voilà. Ok. Peut-être qu'ils ont internalisé ce genre de choses. Merci En tout Rémi. cas, on voit bien avec Airtable que les formules, enfin, c'est très important d'avoir des formulaires très intégrés avec la base de données ensuite pour traiter la donnée. Et du coup, c'est ce que fait pas mal Airtable, c'est de proposer la base de données no-code avec des formulaires pour que des personnes remplissent ces formulaires. Et à ce compte-là, pour info, nous, on avait hésité pas mal entre Coda et Airtable. Ah, ok. Voilà. Ok, super. Ok. Alors ça c'est un débat hyper intéressant. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Coda, je vais peut-être mettre le lien dans le chat. Mm. Je sais pas comment tu le présenterais toi. Alors, moi, je l'ai utilisé pas mal avant Airtable. Je l'ai connu avant. D'accord, avant Airtable. Ok. Ouais. Alors qu'à mon avis, c'est un peu plus confidentiel. Ils sont arrivés bien avant sur le créneau en fait. Ouais, c'est ça. Ils Ils ont ont, dû arriver bien avant et Airtable ils ont fait de a la fait une grosse com erreur. bien avant, un buzz énorme. On va réinventer l'expérience des documents en faisant des documents interactifs et tout ça. Voilà. Et entre le positionnement de Notion et celui d'Airtable à peu près. Mm. Donc, du coup, ouais, exactement. Pour moi, Coda, c'est entre Airtable et Notion. Ce que je trouve, donc concrètement, il n'y a pas de formulaire. Enfin, peut-être qu'ils ont changé leur produit, mais quand je l'ai utilisé, donc il y a toujours cette base de données qui est au cœur du produit, avec des possibilités de faire des formules, ce qui permet en gros de traiter la donnée. Et comparé à Airtable qui va permettre d'exposer un formulaire à d'autres, là, Coda, moi, l'avantage que j'y vois, c'est que ça permet carrément d'exposer une page, un peu comme un Notion, et donc concrètement de produire une landing page quasiment avec des boutons qui vont alimenter cette base de données. Ouais, et c'est extrêmement puissant. Et je pense d'ailleurs que d'un point de vue techno, enfin moi en tout cas, on a fait quand même on a poussé beaucoup Coda. En quelle année? C'était en 2019. Ah ouais, Euh, hyper early, ok. Très drôle. 2019 et ça tenait vachement bien. Et il y Ouais. avait des liens publics que tu pouvais envoyer aux gens? Ouais. Ok. Des pages carrément. Ouais. Et tu le recommanderais aujourd'hui dans quel contexte? Moi, en fait, le problème, ce que j'ai, c'est que quand les gens veulent faire du contenu, c'est Notion le mieux. Et quand les gens veulent faire de la data, donc des choses où la data est complexe, eh ben, ce sera Airtable le mieux. Mm, Et des automatisations, ce sera Zapier. Vu que Coda, c'est un espèce de tout en un qui mm, intègre tout, mm. je n'ai jamais l'use case où je me dis, ah, en fait, ça marche, ah, en fait, ça marche, quoi. Pour moi, le use case, c'est quand tu as besoin de faire une landing page rapidement avec des boutons. Avec des boutons. Ouais, pour moi, c'est les boutons qui sont clés et qui alimentent une base de données. Donc concrètement, si tu fais une landing page pour récupérer des leads, en fait, un formulaire, ça suffit largement et Airtable, ça suffit largement. Si tu veux faire, par exemple, un outil de check-in, check-out, je sais pas, tu veux dire, tu veux proposer même sur ton mobile la possibilité de dire je suis arrivé ici, je suis reparti d'ici, par exemple. Là, il y a ce truc du bouton qui fait que je pense que Coda est bien meilleur, quoi. D'accord, ok. Donc vraiment une petite app interactive, chacun a sa ligne, ils peuvent faire plus, moins. Ça, effectivement, Exactement. avec Airtable, tu ne pourras pas parce qu'il n'y a que des formulaires, machin, ça ne va pas être possible à moins de rajouter un front. Et, Ouais.
Et Notion, bah, ils n'ont pas encore de… Enfin, ils ont des boutons, mais ils ne servent pas à ça et Ils personne savent ne sait pas. vraiment à quoi servent ces boutons. Exactement, Euh, exactement. ok, donc J'ai vu passer merci. des gars sur Notion d'ailleurs qui essayent de créer l'API entre Notion et je sais pas quoi. Ouais, c'est Shubham. Petit clin d'œil à Shubham qui m'a invité c'est un petit français. Donc, il a sorti récemment une API non officielle de Notion. Il a fait un gros buzz sur LinkedIn Ok. pour ça et il m'avait invité sur sa chaîne il y a un certain temps. Donc, vous pouvez retrouver ça. J'ai pas le lien là. Ça s'appelle Notion. Je sais plus, Notion Automate ou Automate Notion. Notion Automation, voilà. Mais il faut trouver le lien. Si Thomas, tu as le lien, chaud, tu le postes parce que ça doit être difficile à retrouver sur Google parce qu'il doit y avoir 12 000 articles qui parlent de ça. Hmm. Ok, et donc là, tu as cette stack-là. Et c'est quoi la suite de ta Et donc stack? la dernière dernier élément de la stack, c'est que donc une fois que les gens s'inscrivent, qu'il s'agisse d'employeurs ou de salariés, ça se popule dans Airtable. Et là, comme tu l'as dit, nous, une de nos valeurs ajoutées, c'était la partie administrative. Et qui dit administrative dit automatisation en gros de documents. Et donc là, c'est Zapier qui rentre quand même beaucoup en jeu avec toute une constellation d'outils autour des documents. Donc Sign Request pour les signatures électroniques. Google Doc pour générer des documents et des PDF, et je dois probablement en oublier. Alors ça, c'est un vaste sujet. Beaucoup de gens, en fait, utilisent le no-code, effectivement, non pas tant pour sortir un MVP d'une application fonctionnelle, mais surtout pour automatiser, en fait, et digitaliser leurs services au maximum en interne, parce que c'est là où est la vraie valeur. Tu vois, on se rend bien compte que, tu Ouais, vois, pour vendre, en fait, Google Slides suffit, mais après, c'est automatiser tous ces petits contrats qu'il faut envoyer à ouais, tout le monde et machin et trucs. Ça, c'est un enfer à gérer sur une formation avec 15 personnes de plusieurs boîtes, quoi. exactement. Ouais. Et c'est la proposition de valeur en fait de Malte, de toute Comet, Oui. toutes les grosses plateformes se basent là-dessus, quoi. Ouais. Et donc toi, est-ce que mais souvent l'enjeu c'est estimer, et j'ai eu des moments difficiles sur certains projets à faire ça, c'est estimer par rapport à des étapes d'un process et au contrat qu'il faut générer, la complexité que ça va être de construire ces automatisations-là. Toi, c'était quoi exactement ton process que tu devais automatiser donc, avec la génération de documents, etc. Et c'était des contrats de quelle taille, avec combien de variables à l'intérieur, pour qu'on se Ouais, rende compte un on peu rentre dans le de détail. la complexité. Parce que c'est une vraie Ouais. étape hyper importante en fait, pour se rendre compte si le projet va être faisable ou non humainement par quelqu'un qui n'est pas développeur en fait. Ouais. Donc, pour te répondre dans l'ordre, le premier élément, c'est que donc, nous, une fois qu'on a un client, donc un employeur, sur lequel il y a, je sais pas, disons une quinzaine de ses salariés qui s'inscrivent à 4-5 formations différentes. Nous, le job, c'est d'aller déposer les documents qui vont permettre le financement de cette formation. Pour déposer ces documents, ce qu'il faut faire, c'est générer en moyenne, enfin, c'est pas en moyenne, il faut générer 6 documents par dossier. Ah ouais. Et un dossier, c'est une formation et des salariés. Donc, tu as un employeur qui a 15 salariés et 5 formations, ça fait 5 dossiers. D'accord, donc 30 documents. Exactement. Et certains de ces documents, c'est des documents assignés par l'employeur, d'autres assignés par l'employé, d'autres, c'est générer des documents pour l'administration, et le tout, ajouter un programme de formation, etc. Et constituer un dossier qui va être déposé. Et ça, en fait, c'est très simple. Nous, la façon dont on s'y est pris, c'est que donc, la première semaine, on a commercialisé. Ouais, alors comment vous avez trouvé vos Euh, premiers clients? Premier client, pote de pote. Ok. Bon, et encore une fois, le momentum, il était assez important. On parle du début du confinement et Oui, oui. potes de potes qui ont des boîtes avec des employés en chômage partiel. Puis ensuite, ça a été notoriété LinkedIn. Euh, donc ça, c'est le premier sujet. On trouve nos clients, première semaine. Deuxième semaine, on commence à générer les inscriptions. Donc on n'avait rien du tout, hein. On a 3 clients avec 15 salariés et il faut gérer les inscriptions. Donc là, on en fait un à la main, les 2 autres, on les automatise, enfin la partie inscription, donc on crée les formulaires et l'Airtable dont on a parlé tout à l'heure.
Et troisième semaine, il faut qu'on dépose les documents. Pareil, on en fait un à la main. Et on se rend compte tout simplement que c'est impossible à la main de gérer à la main autant de volume, quoi. Et du coup, là, on est obligé d'automatiser. Et l'automatisation, à mon sens, elle était importante pour au moins deux raisons. La première, c'est que dans la sphère administrative, en fait, l'erreur, c'est vraiment un gros, gros problème. Donc, l'erreur humaine, c'est un gros problème qui génère des allers-retours avec l'administration et qui fait qu'en fait, quelque chose qui pourrait prendre 1 heure Ah ou ouais, une hyper journée intéressant. en prend 10. Donc ça, c'est vraiment l'automatisation cœur de la value prop parce que les erreurs humaines sont quasiment impardonnables, quoi. Ou en tout cas, génèrent beaucoup, beaucoup de temps de retard. Et le deuxième intérêt de l'automatisation, au-delà de ne pas faire soi-même la tâche, euh, c'est que ça permet de ne pas avoir de temps humain pour faire l'action et donc en fait d'optimiser beaucoup de funnels. Donc je prends un exemple très concret. Pour déposer un dossier, il faut qu'on obtienne une signature de l'employeur et des salariés. Quand à la fin d'un formulaire, il y a immédiatement un email qui vient demander une signature, dans 95% des cas, le formulaire est signé. Si il y a un email qui est envoyé, un formulaire qui est rempli et que à la main on envoie à la même personne avec un temps variable le formulaire est signé, peut-être que dans 50% des cas il est rempli et que dans les 50 autres pourcents, il faut faire des relances, des relances, des relances. Ah, hyper intéressant ça. Ok, ça c'est très intéressant. C'est le temps, la latence en fait, pas tant la génération et le temps de travail, mais la vitesse de réaction sur des funnels de génération de contrats et multiparties prenantes qui fait gagner un temps fou en fait et optimise ta conversion en fait. Exactement, Un peu, ok, exactement. ok. Un peu comme ton temps de chargement de page en fait, optimise ta conversion sur Amazon quoi. Ouais, tout à fait, exactement. Ouais, ouais. Ok. Et donc c'est là où en fait investir du temps à automatiser, c'est un no-brainer parce que on parle pas simplement d'un arbitrage entre je sais pas, recruter un intérimaire Ouais, ouais. et automatiser. On parle vraiment de beaucoup plus que ça, quoi. Ok, hyper intéressant ce point de vue-là. Super. Et donc là, tu as parlé de Zapier et d'Occupilot et donc Airtable, la base de données qui contrôle tout ça. Donc, tu n'étais Ouais. pas, t'étais pas codeur à la base. Comment tu as choisi tous ces outils et comment tu as réussi à bien les configurer ensemble? Tu étais tout seul, tu étais en Euh, équipe, il y avait... ouais, au début tout seul. Ensuite, il y a au fur et à mesure, en fait, comme l'activité a beaucoup pris, il y a une copine qui venait de se faire virer d'Airbnb qui m'a aidé sur la partie commerciale, donc bon, rien à voir avec le no-code. Un copain qui m'a aidé sur un peu tout, mais aussi beaucoup la partie commerciale. Et un dev back qui m'a aidé peut-être 3-4 heures par semaine. Et ça, c'est assez intéressant parce que pour moi, le no-code, il y a, je sais pas, 90% des use cases qui peuvent être gérés sans savoir coder. Mais assez souvent, juste 1 heure de dev permet d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin et de faire en sorte que l'outil no-code soit beaucoup plus puissant que ce pourquoi les concepteurs l'ont pensé. Et d'ailleurs, moi, je suis encore en train de me poser la question d'arbitrer entre apprendre un petit peu de JavaScript, c'est beaucoup de compétences en JavaScript qu'il faut pour pousser un peu plus loin l'outil, ou continuer à m'appuyer sur des ressources que je peux trouver par ailleurs, quoi. Ah, hyper intéressant. Ce dev donc ça, c'est vraiment un vrai sujet, moi, ce que j'appelle le no-code extensible. Les bons outils no-code, ils ouvrent toujours une porte pour que les devs puissent en augmenter les capacités, tu vois. Que Ouais, ce c'est soit via ça. une API ou maintenant dans Adalo, par exemple, les composants où enfin tu peux ouvrir en JavaScript des choses. Webflow, où tu peux rajouter des choses. WebLume, où tu as un bloc HTML, etc. Et les outils et Zapier, où tu peux aussi coder des choses. Tous les outils qui ouvrent pas cette porte, c'est un peu l'enfer, quoi. Euh, Ça représente, vous avez aidé combien de semaines le développeur? Parce que 3-4 heures par semaine, Pas beaucoup, hein. c'est pas énorme, Non, effectivement. c'est Mais pas c'est un énorme. truc où dès le début, vous vous disiez, c'est du récurrent, c'est pas à la mission, il faut que tu viennes une après-midi par semaine dans mon équipe pour nous aider, quoi.
Ouais, c'est ça, exactement. Vous le payez? Ça marchait comment la rémunération? Très bon copain, Ok, très, très bon copain, que il faut que j'invite à la fin, là maintenant, à un très, très bon resto. Ouais, ouais, non, d'accord. très, Ah, très ok, bon ça copain, un très, très c'est. bon resto. Non, non, mais l'idée, c'était que il se posait la question de monter une boîte et il se disait, bon, bah, je commence à fournir un peu de taf et puis comme ça, si j'ai vraiment envie de monter la boîte, je jump sur le projet, quoi. Et Voilà. maintenant que tu l'as fait, ok, et t'as pas payé, est-ce que tu te dis, si je devais monter la boîte, remonter la boîte, en fait, je serais prêt à payer pour le même accompagnement, Ouais, 3-4 ouais, heures d'un freelance par semaine, ouais, je pense que pendant combien de semaines? pendant 2 mois, quoi, 2, 3 mois, donc Pendant 2 mois. disons 10 semaines. Ouais, ouais, hyper utile. Moi, je me dis deux choses pour aller beaucoup plus loin. La première chose, c'est en amont. Je pense tu demandais comment choisir les outils pour avoir un coup d'accélérateur. Je pense qu'il faut, enfin, je prêche pour ma paroisse, mais vraiment se former, c'est un coup d'accélérateur de malade. Il y a beaucoup de bonnes formations qui permettent juste d'avoir cette vue transversale sur un peu tous les outils. Et c'est pas tant pour savoir-faire, à mon avis, que de voir les possibilités. Et donc, du coup, quand on a une idée, avoir fait, je ne sais pas, une semaine de formation ou 5 semaines, peu importe, qui permet d'avoir un panorama de tout ce qu'il est possible de faire et de mettre les doigts dedans, ça permet juste d'aller beaucoup, beaucoup plus vite à l'idée. Et à mon avis, monter une boîte, c'est quand même optimiser le temps entre l'idée et l'exécution de cette idée, quoi. Ouais, Voilà, le funnel que nous on voit régulièrement, hein, et c'est comme ça que nous on fait des missions en no-code, c'est des gens qui commencent un peu à se former et sur YouTube et tout ça, et ils prennent des murs et ils disent ok, j'ai un peu la base, mais en fait pour construire une architecture saine, j'ai besoin de passer 2 jours avec des experts, et donc là c'est là où nous on passe 2 jours avec eux, à la fois faire de la co-création et à les former. ouais. Ceux qui sont prêts vraiment à investir dans une formation no-code, c'est assez compliqué parce que ça prend vraiment du temps en fait. On va en Mm. spoiler alert, on va en lancer une aussi. Mais juste en e-learning. Mais ouais, mais sinon, si vous avez l'opportunité de faire une vraie formation en 2 jours en no-code qui couvre un petit peu tous les outils, qui vous montre comment les assembler, tout ça, ça c'est vraiment de la folie effectivement pour ensuite lancer son projet. Ouais, nous on observe, c'est marrant parce qu'on observe trois besoins de formation en ce moment. Donc il y a historiquement, pour moi, c'était un peu les mêmes personnes qui voulaient faire le wagon sur 9 semaines. Ok. Aujourd'hui, elles segmentent un peu leur formation sur trois sujets, à mon avis. Le premier, c'est le no-code. Le deuxième, c'est le design UX UI, arriver à présenter une offre quali très vite. Et le troisième, c'est grosse marketing, euh, notamment des sujets. Et voilà. Et après, parfois, il y a des packages, donc entrepreneuriat, où tous les trois points sont abordés, ou des formations où une seule de ces verticales est abordée, quoi. Trop stylé. Et concernant ce que tu dis sur apprendre à coder, moi j'ai qu'un seul conseil à donner, c'est fais-le. Franchement, Ouais, moi si je lance une formation no code, je pense que je prendrais un bon moment pour enregistrer des vidéos, pour expliquer aux gens les bases du code, même s'ils savent pas, ils sont pas développeurs, pour justement réussir à coder ces petits bouts de JavaScript dont tu parles. Parce qu'en fait, avec très très peu de connaissances en code, on peut démultiplier beaucoup beaucoup de choses dans les outils existants. ouais. Voilà. Mais ça nécessite un temps important, hein, parce que même si c'est que quelques heures de vidéo, après, il faut que la personne teste le code. Enfin, c'est quand même une autre dynamique. Mais si tu veux passer le level au-dessus, il faut maîtriser les bases de JavaScript. Ouais. On a pas mal de questions. Vu qu'il reste 10 minutes, je vais y répondre. Voilà. Donc, si vous voulez. Peut-être juste un dernier point Ouais, sur les outils vas-y. qui, moi, en tout cas, m'a beaucoup aidé. C'est que je suis tombé par hasard sur un site qui s'appelle Join Secret. Je crois que ça Ah s'appelle oui, on connaît pas joinsecret.com. mal. On a un partenariat avec eux aussi. Ouais, tout à Ah, bah, fait. J'envoie génial. le lien. Ah bah, en tout cas, alors je sais plus combien ça coûte, ça doit peut-être coûter 50 ou 100 euros. Et on a économisé, à mon avis, pour 10 000 euros d'outils. Enfin, c'est pas pour Et- faire leur promo, mais vraiment, ça nous Ah, a non, mais c'est du génie. débloqué. Ouais, ça nous a débloqué beaucoup. Alors, donc voilà, il reste 10 minutes. On va un petit peu, on va répondre à vos questions. Donc voilà, si vous voulez faire des formations pour votre entreprise, contactez Loïc. Si vous voulez faire des trucs entrepreneuriat ou avoir un petit peu de conseils d'experts en no-code, contactez-nous. Et suivez-nous tous les deux sur LinkedIn et nos différentes newsletters. Simbel.fr est live.
Loïc. Et Donc, live, ouais, tout à fait. on peut aller voir et browser les différentes offres. Ouais. Et là, on va prendre un petit peu les questions. Je vais essayer de les prendre dans l'ordre de ce qu'on a raconté. Alors, Thomas Ecker, Loïc, j'ai l'impression que tu développes tes projets très rapidement. As-tu un conseil à nous donner pour gagner en rapidité d'exécution? Quels sont les pièges à éviter? Donc là, on n'a pas parlé de temporalité, effectivement, mais en gros, en combien de temps tu as mis tout ça en place? Que ce Du soit sur coup, en tout l'aspect cas, sur le, business d'abord, l'idée, ensuite l'exécution. moi, enfin, c'est vrai, je suis partisan du temps court, enfin, je ne l'ai pas lu en détail, mais j'imagine que ça doit être Andreessen Horowitz ou un gros ponte de la Silicon Valley qui disait qu'il fallait mettre son produit live le plus rapidement possible et qu'en fait, si on le mettait live quand on n'avait pas encore honte, c'est qu'on l'avait mis trop tard. Et j'y crois beaucoup, surtout en B2B. Euh, C'est et vraiment du cool. coup, ouais, ça me, enfin, donc je pense qu'il faut déjà de toute façon s'inscrire dans une temporalité très restreinte. Ça, c'est à mon avis le premier élément. Le deuxième, c'est quand même d'arriver à discerner le plus rapidement possible en fait le use case principal de tout ce qui est accessoire. La plupart du temps, quand il y a 100 personnes qui débarquent en gros sur un site, bah, il y en a 80 qui veulent faire la même chose et il y en a 20 qui veulent faire plein de choses différentes. Il faut surtout arriver à ne pas se préoccuper de ces 20. Et le troisième truc, je dirais, parce on a beaucoup fait les frais, c'est que évidemment, bah, en allant vite comme ça, bah, il y a des merdes et il y a des merdes qui Il impactent. ne faut pas avoir peur des merdes. Ouais, faut pas avoir peur, et deux, à mon avis, il faut ne pas hésiter à s'excuser quand il y en a. Nous, c'est toujours ce qu'on a essayé de faire, c'est de dire, bah voilà, en fait, on en est à un stade de développement qui est encore très embryonnaire, donc voilà pourquoi il y a des merdes et on en est désolé, et voilà ce qu'on va faire pour améliorer la situation. Tout à fait. Thomas, le meilleur moyen de développer ses projets plus rapidement, c'est d'en lancer plus rapidement. Plus Une rapidement, fois que ouais, tout à fait. au fur et à mesure, ça diminue progressivement. Tu vois, tu lanceras ton premier projet, ça t'aura pris 6 mois. Après, celui d'après, Mm, ce sera 3 mois. Et après, finalement, tu te rendras compte qu'en fait, en un mois ou en un week-end, tu seras déjà lancé. ouais. Alors, oh là, beaucoup de questions. Jusqu'où peut-on aller avec du no-code en termes de complexité de son MVP? Landing page, OK. Formulaire, OK. Gestion de data dans les bases de données, OK. Mais si par exemple, je souhaite créer une marketplace, puis-je le faire en no-code et quelle flexibilité ensuite? Alors là, ça, c'est une très, très vaste question. On a fait des webinaires entiers dédiés à ça. La réponse est, ça dépend du cas. Et ça dépend de la marketplace. Surtout pour les marketplaces, en fait, il y a 12 000 différents types de marketplace, suivant si c'est des formulaires, suivant si c'est du Airbnb où chacun peut acheter sa formation en live et tout. Mais sache que pour le marketplace, mais après je vais laisser Loïc répondre, mais c'est un problème résolu. Tu as des templates sur Bubble, sur quelque chose qui s'appelle Zero Code, où tu as des marketplaces comme Airbnb déjà préconfigurés pour toi et que tu peux modifier. Bon, là, il faudra se former à Bubble qui est un peu compliqué, mais quand même. Tu as des outils comme Arcadier ou ShareTribe qui te permettent de configurer juste avec des sélecteurs une marketplace type Airbnb avec module de paiement déjà inclus. Et après, sinon, si tu veux faire la stack avec les formulaires et la base de données entre, et où c'est l'humain qui fait la marketplace, un peu comme Loïc, et bien les stacks, généralement, Airtable, Zapier, Strikingly, fonctionnent largement assez bien. Tu as fait combien de chiffre d'affaires, Loïc, jusqu'ici sur cette stack? On a fait quasiment 500 000 euros de volume d'affaires. Voilà, donc tu convertis ça avec que des Zapier et de l'automatisation. Enfin, Mm. c'est incroyable la scalabilité Ouais. de ce genre de Ouais, système. ouais, d'ailleurs, il y a, je sais plus, un article sur. C'est d'ailleurs ça qui m'a convaincu, c'est que je suis tombé sur un article à un moment. J'ai tapé, je pense, comme tout le monde, est-ce que les outils no code sont scalables? Et j'ai dû tomber sur un article d'une boîte qui a fait, enfin, qui est une billion-dollar compagnie qui fonctionne avec en partie de sa stack du no code. Ouais. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui scale. Ouais, Ça c'est ça. dépend Pareil. pourquoi. On a accompagné une boîte où on a mis tout en place pour eux au début. Et maintenant, ils sont à plusieurs millions de CA là. Donc, ils sont bien partis pour, pour avoir la même trajectoire, enfin, j'espère. Génial. Voilà. Ensuite, Paul, ça dépend vraiment de ton type de MVP, hein. Donc ça, c'est pour ça que nous, généralement, travailler avec un expert qui s'y connaît bien au début, tout début, permet de cibler les bonnes technos par rapport à ton besoin. Mm. Zut, j'ai fermé une question qui était la SEO
avec les produits no-code, est-ce que ce n'est pas des problèmes? Alors, la réponse, c'est que sur WordPress, qui est un outil no-code, la SEO est un first class citizen, hein. Tout le monde Mmh. utilise WordPress pour optimiser sa SEO, enfin, même si c'est un peu compliqué au niveau des performances, etc. Sur tout ce qui va être Webflow et Weblium, au niveau technique, les landing pages, donc elles sont prêtes à avoir des bons niveaux de performance, c'est ta SEO. Donc la SEO, c'est la capacité à remonter sur Google. Ça va vraiment dépendre de ton contenu, en fait, et comment tu le diffuses et tes backlinks que tu crées. Je ne sais pas si vous avez fait de la SEO, vous, Loïc? C'est Bah, là, du on se moyen long lance. terme, hein. Donc Vous là, vous lancerez là-dedans. Signal.fr, c'est sur Webflow, hein, maintenant. D'accord. Du coup, ben, on a vocation à faire du SEO et à remonter bien, quoi. Après, le site a été lancé il y a 2 semaines. On est encore en bêta, donc je pense qu'on doit être très, très mal classé, mais on va essayer. Ouais. Je pourrais vous dire, je pense, dans 6 mois si. Donc, et là, tu le fais. Alors que la SEO, c'est un vaste sujet, beaucoup de mauvaises conceptions de la part de primo-entrepreneurs. Ouais. Toi, vous y connaissez en SEO? Qui s'y connaît chez vous? Alors, non, pour le moment, personne s'y connaît et c'est un gros sujet et je l'ai expérimenté pendant 3 ans et demi chez Stouti où, en gros, pour info, Stouti, c'était 3 millions d'utilisateurs en base, 300 000 actifs mensuels, donc un bon site et on n'a jamais réussi à craquer le SEO alors qu'on avait des millions d'users et beaucoup de data. Donc c'est un sujet que je prends très au sérieux. Je pense qu'au tout début, quand on est sur en gros une niche, on peut remonter assez facilement, mais si il faut aller beaucoup plus loin, là, à mon avis, c'est des experts et on m'a présenté Eskimos, qui fait une formation d'ailleurs chez nous, qui Exactement. visiblement a l'air hyper Ouais, fort. on les a interviewés sur le podcast La Galère. Vous pouvez écouter un podcast du fondateur, histoire très Ouais. intéressante. Mathilde, donc la SEO, c'est une stratégie qui n'est pas utile quand tu démarres ton business. C'est une stratégie moyen long terme, une fois que tu as déjà prouvé la valeur de ton business. Et c'est une stratégie d'expert, donc ça va être très difficile à faire soi-même. Enfin, souvent, tu vas créer ton app, par exemple avec Bubble, sur un domaine qui sera app.tondomaine.com. Et pour ton marketing, tu vas utiliser du Webflow, du landing page, du WordPress, des choses comme ça, en fait. Et donc, en fait, ta SEO sera exclusivement sur ta landing page et ton blog, et tout ton côté applicatif sera sur les outils no-code, Airtable, Bubble, machin. Mais en fait, tu vas jamais essayer de faire de la SEO sur du Bubble parce que c'est pas du tout fait pour ça. Ouais. Ouais. Euh, voilà. Autre question. Thomas Clément disait des outils gratuits pour automatiser les réponses sur LinkedIn. Il n'y en a pas beaucoup. On utilise pas mal Prospectin. Mais il y a aussi Phantom Buster qui n'est pas gratuit. Mais voilà, s'il y a des gens de Phantom Buster dans la salle, désolé. Nous, on s'est créé plein de comptes Phantom Buster avec plein d'adresses email parce qu'au début, on ne l'utilisait pas suffisamment. Donc, on a alterné les comptes d'essai sur plein d'adresses email voilà, pendant un certain temps. Mais sinon, maintenant, on est tous sur Prospectin, à nous, qui marche pas mal. Je ne sais pas ce que tu recommandes. J'ai jamais Ouais, fait je suis passé. d'automatisation LinkedIn. Ouais. Ok. Thomas Clément encore, concernant la mise en ligne de projet pour vendre des abonnements, vendre un produit, exemple, vendre une application, vendre un logiciel, vendre des extensions Chrome, comment gérez-vous les paiements? Alors, Stripe, donc au niveau du technique, mais au niveau légalité, alors je ne sais pas trop ce qu'on en parle légalité, Thomas, mais CGV, licence, déclaration, chiffre d'affaires en BNC, tout ce qu'il faut savoir pour être en règle. Donc, il y a deux questions, hein. Il y a au niveau applicatif, comment on gère les paiements et qu'est-ce qui est possible de faire. Et ensuite, au niveau être en règle. Moi, je connais juste Stripe que j'ai implémenté chez Stouti, qui a l'air d'être un bonheur pour les devs. Après, sur la partie CGV et admin, moi, je connais pas d'outils. Si t'en as, moi, je suis très preneur. Alors, effectivement, donc, quand tu gères les paiements, ça dépend un peu de la réponse. Mais en gros, tu as Stripe qui est la brique essentielle qui va te permettre de faire payer les gens, vraiment. Et l'argent va transiter par Stripe, ils vont récolter la carte bancaire. Tout ça. Le problème, c'est que Stripe, pour le configurer, souvent, tu as besoin d'être développeur en fait, pour l'intégrer dans ton application. Donc, Bubble, Weblium, Strikingly, Adalo, enfin tous les systèmes no-code, y compris Jotform, les formulaires dont on a parlé avant, intègre des plugins Stripe où toi, en un clic, tu vas pouvoir configurer Stripe et ensuite, ça va donc sans développer, ton système pourra accepter des paiements.
Par exemple, Strikingly, il y a déjà un module abonnement, donc tu peux configurer de l'abonnement sur Strikingly sans aucun problème. Niveau légalité, après tout ce qui est documentation à écrire, documents à remplir, nous, on n'est pas forcément experts. On te dira d'aller googler CGV application sur Internet, copier-coller le premier texte qui passe. Regardez, en fait, au début, quand tu te lances, tu as juste besoin de faire un truc qui ne vole pas les gens et qui a des CGV plutôt compréhensibles et clairs. Mais tu auras tout le temps, après, une fois que tu as prouvé ton business, de voir un avocat pour faire quelque chose de propre, etc. Mais souvent, une bonne recherche Google pour commencer, ça permet de quand même pas mal débloquer, hein, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Quid de Squarespace pour une landing page? Alors Gauthier, nous on n'aime pas trop Squarespace parce que c'est la prise en main est très complexe par rapport à ce que tu peux ensuite faire avec. C'est aussi un entre-deux. Nous on aime bien les templates Squarespace dans le cadre de portfolio d'artistes parce que les designs sont un petit peu mode, luxe, quand tu veux showcase plein de produits, des photos, etc. C'est pas mal. Mais la barrière à l'entrée en prise en main vaut peut-être pas forcément le coup par rapport à prendre en main WordPress avec Elementor, qui sera ensuite beaucoup plus extensif si tu veux faire de la SEO ou d'autres choses. Mais il y a des gens qui adorent WordPress, en particulier des agences que je connais bien, des agences de com spécialisées WordPress. Et une fois qu'ils maîtrisent, ils peuvent sortir des sites non-stop avec Squarespace. Ouais, je ne sais pas quelle est la situation aujourd'hui de WordPress. J'avais monté en 2013 un blog WordPress qui est monté, mais le SEO de WordPress, c'est hallucinant, quoi. Ouais. Enfin, j'ai jamais vu Tu étais sur quel enfin, template? Tu site étais sur un template builder comme Elementor ou pas? Tu sais plus? Parce que nous, c'était en on 2013, je a suis même pas sûr que. des gros problèmes de ouais, ça, c'était sur un truc simple en fait. Les trucs simples de WordPress, Ouais, c'est ouais, très bien. Mais nous, on ouais, a pris un truc qui nous permet d'être assez précis niveau design sur WordPress et de faire ce qu'on veut. Et ça, ouais, c'est ça nous possible. pourrit en chargement là. On ne sait pas trop comment s'en sortir. Donc voilà, ça, Ouais, c'est notre problème de nos codes en ce moment. ouais. Ok, sur Join Secret, tu as l'exemple de Airtable où tu as 500 € de crédit. Ah oui, c'est un one shot quand même. Un one shot. Hmm. Je sais pas si tu peux te créer de nouveaux comptes. Tu peux essayer, mais là, ils vont te griller Join Secret. C'est une petite équipe et je pense qu'ils verront que c'est connecté à la même base de données et tu vas te faire flaguer si tu fais plusieurs comptes sur Secret. Encore Livier, limite sur Secret, je pense que ça peut aller, mais c'est ensuite, tu utilises un code auprès de Airtable et du c'est ça. coup, si tu poses de détruire tout ce que tu as fait sur ton premier Airtable, je pense, pour appliquer le code sur le deuxième, quoi. J'imagine, hein. Ouais, exactement. Livier, Hassler, quels sont les technos de code à maîtriser, même de base, pour que ça nous aide en no-code? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Loïc? Moi, alors, il y a deux sujets, il y a le front et il y a le Ouais, c'est vrai. back, quoi. Côté front, donc quand il s'agit de designer quelque chose, bon, moi je trouve que les outils no-code sont maintenant très très performants, donc Adalo, allez voir. alors que je connais pas, enfin j'ai jamais essayé, mais en tout cas il y a beaucoup de choses très performantes qui permettent, en gros, maintenant je trouve que le sujet c'est plus d'éduquer son œil Hmm. à avoir un bon œil design plutôt que de dev, mais bon, ça vaut toujours le coup de connaître un peu d'HTML et de CSS, je dirais. Moi, je connais très superficiellement les deux. Et côté automatisation, pour le coup, donc back, je pense que JavaScript est assez utile parce que c'est quand même le langage qui est proposé comme extension sur tous les outils no-code, quoi. C'est ouais, tout à fait ça. Effectivement, le côté formation UX, UI pour entraîner son œil à faire des designs d'app, c'est quelque chose de très dur. Il y a très peu de formations aujourd'hui. Enfin, on n'a pas trouvé Voilà. de ressources bien en ligne et tout. C'est un vrai Non, sujet. on a Beaucoup une de gens. super, si vous voulez, Ah, ok, trop bien. UX/UI de Levagon qui Ok. est éligible au CPF. Ah bah très bien. Chez nous, elle est top. Je l'enverrai. J'ai des entrepreneurs que j'enverrai faire ça parce que ça prend du temps et c'est difficile à enseigner. Ouais. HTML, CSS, c'est bien parce que en fait, si après tu veux modifier le design d'un élément que tu as construit dans un outil no-code comme Adalo ou Bubble, ou voir comprendre Webflow, qui est l'outil de design no-code le plus avancé, tu as besoin en fait d'avoir les bases du HTML, CSS. Et pour ça, les cours déjà de base en gratuit, hein, il y a les cours d'Open Classroom, donc l'ancien site du zéro, hein, qui sont très très bien pour démarrer HTML, CSS, qui est les bases du web. Ensuite, sur le back-office, moi je dirais les technos de code. D'abord, il faut comprendre comment ça fonctionne une base de données.
Il faut avoir une introduction à ce que c'est des bases de données, ce que c'est des jointures, des choses comme ça. Et Ouais. une fois que tu as ça, comprendre un petit peu effectivement le JavaScript et le format JSON et ce que sont les requêtes. En fait, en JavaScript, il y a plein de choses, c'est assez infini comme monde. Mais tu dois retenir quelques trucs, c'est les variables, les boucles, Ouais, c'est ça. les conditions, et ensuite le format JSON et comment faire des requêtes web en JavaScript, par exemple pour se connecter à une API. Donc ça, c'est les trucs de base. Et si tu prends le bon cours en ligne JavaScript de base, normalement, il couvre ça. C'est à peu près les premiers chapitres. Voilà. Voilà. Encore des questions. Voilà. Si vous avez des dernières questions, allez-y, hein, posez-les dans le Q&R ou dans le, ouais, posez-les dans le Q&R. Thomas Clément, quels outils no-code pour créer un blog? On retire le low-code, WordPress et Ghost où il faut héberger. Je suis tech, mais j'ai envie de rendre ça beaucoup plus rapide. Bah, ça dépend quel est l'objectif de ton blog. Je ne sais pas si tu en as, Loïc. Non, moi, j'ai pas tellement T'en as de. pas? Ouais, ouais, Bah, ouais. c'est-à-dire que si l'objectif de ton blog, c'est d'avoir plein de pages de contenu et potentiellement être bon en SEO, etc., ce qui est souvent l'objectif d'un blog, WordPress sera quand même pas mal. Et en fait, tu n'es pas obligé. Enfin, tu dis il faut héberger, mais ce n'est pas ton serveur en fait. Aujourd'hui, tu vas sur siteground.com ou tu vas sur wordpress.com et en un clic, 4 € par mois ou même sur OVH, tu vas avoir un serveur WordPress déjà lancé pour toi. Ça, c'est le même niveau de setup aujourd'hui que pour un site normal. Après, tu devras choisir ton thème, entrer dans l'univers WordPress, etc. Donc ça, normalement, si tu es tech, tu vas y arriver et c'est possible. Si après, effectivement, toute cette notion de choisir un thème, un template, WordPress, tout ça te saoule, ça dépend du thème. C'est pas forcément une usine, hein. Si tu prends un thème très light, en fait, je peux vous envoyer un truc qu'on a fait, hein. Nous, on avait pris un thème très light et on a formé un papy de 70 ans à utiliser le thème et à quelques éléments du back-office. On n'a juste pas rajouté 12 000 plugins, quoi. On a rajouté un seul plugin et voilà. Donc WordPress reste la référence parce que si ton blog marche, tu vas vouloir faire des évolutions. Ensuite, il y a Strikingly qui a un module de blog, mais qui ne sera pas hyper performant en SEO. Tu as Weblium qui commence à avoir un petit peu des fonctionnalités de blog, mais qui ne sont pas ouf niveau template. Et tu vas avoir en fait surtout aujourd'hui, hein, si ton objectif est de faire un blog avec du contenu hyper rapide que les gens aiment, etc., il y a Webflow qui permet quand même beaucoup de faire des sites très rapides, mais qui nécessitent un plus gros niveau en design, etc., mais il sera très performant ensuite. Voilà. Et enfin, il y a peut-être aujourd'hui, nous, ce qu'on conseille souvent à des gens qui veulent lancer un blog ou du contenu, c'est de pas choisir ce format-là au début. C'est-à-dire, en fait, plutôt, parce que le blog, après, il va falloir le diffuser les articles, c'est très compliqué. Aujourd'hui, la difficulté, c'est pas d'écrire et d'héberger, mais c'est de diffuser. Et donc, en fait, il faut mieux choisir une stratégie d'influenceur sur un réseau social. Donc, se dire, moi, je veux créer un blog sur la cuisine. En fait, ce que je vais faire, c'est faire des posts sur Instagram sur la cuisine. Je veux faire un blog sur le business. En fait, je vais avoir une stratégie d'influenceur sur LinkedIn et je vais concentrer mon contenu de qualité, non pas sur mon blog, mais à un format adapté au réseau en question et monter ma communauté là-dessus. Ce qu'on est un petit peu en train de faire ici avec ce genre de webinaire. Et l'entre-deux, c'est Medium qui permet quand même de lancer son blog, même si maintenant ils ont changé de business model et que ça devient payant, etc. Donc, il y a plein de questions. Quelque chose que je recommanderais à tous ceux qui veulent se lancer en influenceur, en tout cas en écriveur de contenu ou qui réfléchirait à écrire un blog sur un sujet et voilà, à regarder Substack. Ouais, Je ne sais pas si Substack, ouais. je sais pas si tu connais Thomas, Mm. qui permet de, en fait, c'est un nouveau modèle où tu crées des newsletters qui sont disponibles ensuite en ligne et tu peux en restreindre certaines que à tes abonnés. Donc, tu peux monétiser ta création de contenu.
Il y a des choses, enfin, il y a plein de créateurs de contenu en ligne qui font des trucs de fou avec StopStack, comme le chef of marketing de Comet, Johan Lopez, Mm. qui est d'ailleurs très très fort en tout ce qui est outils no-code et automatisation et tout ça. Ouais. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? On a pas mal débordé 10 minutes. Peut-être qu'il te reste encore 5 minutes, Loïc. Voilà, au cas où il reste Ouais, et ensuite, je prends la des voiture et je file. questions. C'est ça, exactement. Donc, allez-y, si vous avez des questions, c'est le moment. Ouais, sur Substack, parce que j'aime bien, moi, ça m'avait vachement marqué. C'est que donc, WordPress, quand je l'ai utilisé, moi, le SEO m'a bluffé. Euh, et donc, ça, c'est quand même une grosse value. Medium, évidemment, tout est très bien designé, mais je trouve qu'il y a assez peu de valeur parce qu'en fait, à la fin, la valeur, elle est Ouais, pour Medium, elle n'est pas voilà. pour l'auteur. Et du coup, Substack, c'est un modèle auquel je crois vachement parce que des newsletters quali, c'est du contenu souvent vraiment très très intéressant et la valeur, elle va vraiment à l'auteur. C'est vraiment euh, un outil pour l'auteur et pas un outil pour la plateforme, quoi. Euh, donc je pense que Substack, pour initier un blog, c'est vraiment génial. Je suis assez d'accord avec toi, c'est assez fou. Thomas Potel, est-il possible de faire une application mobile avec du no-code? Alors oui, c'est un vrai sujet parce qu'effectivement, Bubble, Webflow, etc. sont plutôt sur les applications web. Certains gars très très chauds en Bubble, mais ça nécessite d'être un développeur qui se plonge là-dedans pendant un certain temps, réussissent à faire ce qu'on appelle des progressive web apps avec du Bubble. Donc, ce n'est pas une application native, mais c'est une application simili-native qui a un petit peu des fonctionnalités. Mais bon, pour ça, il faut quand même coder. Le mieux aujourd'hui pour faire une application mobile avec du no-code, c'est Adalo, qui est, selon moi, voilà, c'est assez jeune. Disons qu'ils ont sorti leur MVP il y a 6 mois à peu près, ou 8 mois, je ne sais plus maintenant. Mais voilà, et donc il y a des petits trucs qui bug, des petits trucs machin, mais pariez sur eux, vous pouvez investir dedans. Je vous garantis, ça va devenir une licorne, il n'y a aucun doute. Si je pouvais mettre un petit billet, je l'aurais mis. Voilà. C'est du génie. C'est du génie. Oui, effectivement, il y a aussi Glide. Mais après, Glide, est-ce qu'il te permet de pusher sur les stores et d'envoyer des Non, je crois pas. notifs? Je Non, ne non, crois pas. non, non. En fait, Adalo, l'avantage, c'est vraiment que tu vas réussir à avoir une application native sur le store et tu auras les notifs. Et souvent, les gens, les notifs, c'est quand même quelque chose d'essentiel à certains modèles d'application. Si tu n'as pas les notifs, en fait, tu es mort parce que les gens ne vont jamais revenir sur ton app. Et ça peut vraiment, c'est une feature qui peut faire la vie ou la mort pour ton app, parce que si tu envoies des notifs par email, et ben, les gens ne les regardent pas, et si c'est par texto, ils trouvent ça intrusif. Donc vraiment, Adalo est un killer dans ce domaine. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, Adalo permet aussi de faire des apps web, donc qui sont aussi en concurrence avec Bubble. Et je pense qu'ils ont toutes les chances de les rattraper. Jérémy, est-ce qu'on va faire une synthèse de toutes les ressources partagées ici? Non. En fait, on a une toolbox, Ouais. Start the Fuck Up qu'on va mettre à jour pour Noël, avec la version de Noël, qui va contenir tous ces petits trucs qui ne sont pas encore dedans, dont on a parlé là, et dont on parle avec tous les autres invités, etc. Et on va juste la mettre à jour en fait pour Noël. Et donc, ça concernera beaucoup de choses. Thomas, en parlant de notifications, tu peux en faire sur Bubble. Alors moi, jusqu'à présent, je pensais justement que Bubble n'avait pas d'application native, donc pas possible de faire des notifs. Mais peut-être que ça a été rajouté, hein. Non, je crois que c'est pas possible encore. Je ne sais pas trop. Il y a peut-être moyen de convertir une app Bubble en app mobile en utilisant des convertisseurs type Cordoba, pour ceux qui connaissent, mais c'est assez compliqué. Oui, les notifs dont il parle, les notifs web, c'est dans les progressive web apps, mais ça nécessite d'avoir vraiment une équipe technique qui s'y connaît de fou, hein, pour réussir à faire ça aujourd'hui.
Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, Loïc a son avion pour partir en vacances à Aux Tahiti. Bahamas. Ouais. Ouais, 2 chevaux pour partir en Bretagne, surtout. Ouais, d'ailleurs. Euh, voilà, merci à tous d'être restés là. Si vous avez des formations, envie de former vos collaborateurs ou vous-même aux meilleures formations qui existent aujourd'hui, contactez Loïc, allez voir simbel.fr et pour tout le reste, allez voir le site de Start the Fuck Up. Et voilà, si vous avez d'autres questions auxquelles on n'a pas pu répondre, n'hésitez pas à nous ajouter sur LinkedIn, nous envoyer des questions, etc. Évidemment, on répond à tout. Parfois, on met un petit peu de temps, mais on répond à tout. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Merci Loïc pour partager ton expérience. On aurait pu continuer comme ça, comme on va encore 1 heure. C'est toujours le problème avec l'histoire de nos codes. Voilà. Au Ah, merci beaucoup. revoir. Allez, ciao à À la tous. prochaine. Bye. Il y aura le replay qui sera envoyé, évidemment. Super. À plus.